Cette semaine à l'émission, on parle finance. Je reçois Julie Asselin et Catherine Bibeau, conseillères en sécurité financière chez Industrielle Alliance. On va démystifier leur métier en espérant que ça puisse vous aider, bien sûr. Alors, comme je vous le dis en introduction, on va vous aider à planifier donc votre portefeuille peut-être, vos finances. Donc, on va parler donc de long en large là, de sécurité financière, de plein de volets. Là. On va essayer de clarifier ça, pour que ce soit bien simple et clair dans votre tête pour qu'à la fin de l'émission, vous ayez tous les outils en main. Voilà. On va commencer avec Julie ou Catherine. Votre rôle en tant que conseillère en sécurité financière, c'est quoi? Bien, je pense que principalement, notre rôle, c'est d'accompagner les gens dans différentes étapes de leur vie. Donc, au niveau, oui, financier, mais c'est surtout de la sécurité financière. Donc, tout ce qui est assurance vie de personnes, assurance invalidité, assurance maladie grave. Puis, bien, si tout ça va bien, bien, on fait aussi de la planification de retraite. Donc, aussi de penser après le travail. Je pense que notre rôle, c'est vraiment d'offrir un service qui est personnalisé aux gens. Donc, d'avoir la chance de rentrer chez les gens puis de les suivre leur évolution, dans le fond, au niveau financier. Bon, comment ça se passe? On appelle donc Julie ou Catherine. Catherine, bonjour. Donc, j'aurais besoin de quoi? Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander comme service? Ah, mon Dieu, tu peux demander de A à Z. Oui. On a suivi plusieurs formations et on en suit encore. C'est obligé par l'Autorité des marchés financiers. Donc, quelqu'un nous appelle dire... je voudrais assurer mon enfant, je veux une assurance hypothécaire ou tout simplement, j'ai de l'argent, je ne sais pas où l'investir, quoi faire avec. Donc, c'est vraiment de le renseigner sur toutes les possibilités. On peut nous comparer, je dirais, à un médecin. Le médecin, oui, si on a des bobos, on peut chercher sur Internet tous les symptômes possibles, mais il n'y a rien qui est diagnostiqué personnellement à nous. Puis le médecin, lui, sa job, c'est de faire quelque chose de personnalisé à nous. On est un peu les médecins de la sécurité financière. Et de la sécurité financière, c'est quoi? C'est quoi? Oui, bonne question. Non, c'est une bonne question parce qu'on pose la question aux clients. Qu'est-ce que pour vous, la sécurité financière? Ah, vous relancez la question en partant. Là. Peut-être pas en partant, mais oui. Ah, mais c'est quoi? Moi-même, je ne pourrais pas répondre. Pour plusieurs, c'est une autonomie, une indépendance, être capable de payer ses comptes à la fin du mois. Okay. Pouvoir prendre une retraite à l'âge qu'il désire et avec les moyens possibles. Pour d'autres, c'est de prévoir un héritage à ses enfants. C'est pour ça que c'est important de poser la question. Les objectifs sont vraiment différents d'une personne à l'autre. Donc, c'est s'adapter aux besoins de la personne. Mais est-ce que ça touche le présent aussi? Bien sûr. Parce on parle de futur, de retraite, de tout ça, mais le présent, oui, aussi. Oui, présent aujourd'hui, c'est très important parce que c'est ce qui va influencer notre avenir aussi. Présent, on peut parler de fonds d'urgence. Les gens, on se dit tout le temps, mettez 3 mois de salaire de côté. Comment y arriver? Non, oui, comment y arriver? C'est plein de trucs comme ça qu'on donne pour justement combler les besoins des gens, que ce soit au présent comme au futur. Puis, il n'est jamais trop tard pour corriger le passé. Ah bon? Oui. OK. Mais à partir de quel âge on fait affaire avec un conseillère en sécurité financière? Bien, c'est sûr qu'il y a certaines étapes dans la vie de quelqu'un qui va donner une prédominance à la sécurité financière. On parle souvent, on va à la base de l'acquisition d'une première maison pour un couple. Après ça, on peut parler, les enfants, etc., etc. Mais je dirais qu'il n'y a pas nécessairement d'âge. Dès qu'on est conscient que on a des projets à long terme ou qu'on veut vraiment construire quelque chose, c'est de s'asseoir puis de planifier. Moi, j'ai pour mon dire que tout se fait, il faut juste le planifier. Donc, je pense que c'est la base pour faire appel à nous. Vraiment juste d'être conscient que la planification, c'est la base de tout.
qu'on peut faire affaire avec vous, par exemple, pour faire un ménage de nos finances, là? Mais oui, non, mais c'est une très bonne raison pour faire affaire avec nous. Puis même, il y a des statistiques qui ont sorti récemment disant que les gens, peu importe le revenu familial, qui font affaire avec un conseiller, leur taux de patrimoine familial au niveau de leur richesse est un minimum 1,5 fois plus élevé que quelqu'un qui ne fait pas affaire avec un conseiller. La grande raison, c'est notre but, c'est de gérer les émotions des gens. Ah, comment ça? Bien, quand ça va bien, let's go, on investit, on investit, on investit. Quand ça va mal, oh, là, on investit moins et on s'en met dans un bas de laine ou on décide de tout retirer ce qu'on avait sur le marché et c'est loin d'être la solution pratique. En plus, on a des connaissances sur les avantages fiscaux. Est-ce que c'est vraiment bon pour la personne d'investir dans son REER? Pas nécessairement. Est-ce que, rendu à 65 ans, est-ce qu'on prend tout de suite le REER, on le transforme en fer? C'est plein de questions comme ça que les gens, oui, ont accès sur Internet, mais il n'y a rien de concret pour eux. Donc, nous, c'est vraiment juste d'enligner les personnes et, comme je dis, gérer les émotions de laissez-nous nous faire confiance, puis vous allez voir où ça va vous mener. Là, c'est le temps des impôts. Ça, vous ne touchez pas à ça. C'est pas... Bien, oui et non. On ne fait pas de rapport d'impôt. On ne fait pas de rapport d'impôt, mais justement, pour revenir à ce que je disais au niveau des REER, les gens se disent par acquis, c'est le temps des REER, il faut que j'investisse dans un REER. Ce n'est pas nécessairement la meilleure stratégie pour tout le monde à cause des branches du taux d'imposition. Fait que ça, on peut aligner les personnes, dire investis pas nécessairement dans ton REER, plus dans un CELI. Puis une année que ça vaudra la peine, bon, on prendra ce qui est dans le CELI puis le transférer dans ton REER. Fait que c'est d'apporter plein de petits trucs comme ça. Vous aidez vraiment les gens à se démêler dans l'univers au complet de la si je peux justement rajouter quelque chose à ça, souvent les gens pensent que parce qu'ils font affaire avec telle ou telle compagnie, mais il faut absolument qu'ils appellent ces compagnies-là pour gérer leur contrat. Même si les personnes ont des contrats existants, supposons à la Sun Life ou dans d'autres compagnies, mais que pour des raisons X, leur représentant ou leur conseiller actuel ne fait pas l'affaire, c'est pas grave. On peut quand même les aider avec des produits de d'autres compagnies. Souvent les gens ils vont dire « Ah non, ben je fais affaire, oui j'ai une assurance, ça fait 15 ans, mais avec telle compagnie. » « Oh, mais c'est pas grave. Est-ce que tu sais c'est quoi que t'as? » « Ben, je pense que j'ai... » Ben, c'est ça. Nous autres, on peut s'asseoir, puis je vais te le dire ce que t'as. Puis si c'est bon, je vais te le dire aussi. C'est important de démêler des fois le syndrome du vendeur puis du conseiller. Souvent les gens vont confondre vendeur. Pas vendeur. C'est ça, on n'est pas des vendeurs. C'est vraiment, j'aime ça faire la distinction. On n'est pas des vendeurs d'assurance. On est là pour vraiment conseiller les gens. Donc, c'est vraiment de dire, on va prendre ta situation actuelle, puis on va te dire ce que tu as, les recommandations qu'on te fait. Après ça, ça va être ta décision. Parfait. Excellente présentation. Je pense que c'est clair. On a fait un survol général. Et après la pause, donc, on va rentrer dans le détail. Là. Donc, point par point, là, les options qui seront offertes à vous. Là. Donc, pour faire affaire avec ces dames, on va revenir après la pause. De retour à l'émission, cette semaine, je reçois Julie Asselin et Catherine Bibeau, conseillères en sécurité financière chez Industrielle Alliance. Donc, on a fait le survol de ce que c'est leur travail avant la pause. Et là, on va rentrer dans le détail. Et avec cette pyramide, Catherine, qu'est-ce que ça représente, ça? Bien, ça, dans le fond, ça représente les priorités quand on parle de sécurité financière. Oui. Donc, vraiment de commencer avec une base solide, puis par la suite de monter dans la pyramide. OK. Donc, la base solide, on parle d'assurance vie, testament et assurance invalidité. C'est ça. Ça, dans un monde idéal, il faudrait que tout le monde ait ces produits-là. C'est ça. Okay. À la base de la pyramide. Okay. Après avoir fait un plan financier. Ah, OK. Il y a la base bleue, plan financier. C'est ça. Un peu Bon, qu'est-ce que c'est un plan financier? Bien, ça revient à dire que c'est un petit peu l'analyse qu'on fait avec les gens, l'analyse qui est personnalisée. Oui. Donc, le fait de prendre la situation d'un ménage, puis de leur amener des recommandations. Okay. Mais c'est sûr que les recommandations... Achète trop de vêtements, c'est ça. Non, c'est ça. Là, ou...
Non, mais l'avantage ça s'appelle un temps d'arrêt. Puis je trouve que ça porte très bien le nom parce qu'on court d'un bord et l'autre. Est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir et vraiment de faire l'inventaire de ce qu'on a? Je dirais la majorité des clients que je rencontre, oui, j'ai des REER. Combien? Bonne question. Leur rendement? Bonne question. J'ai une assurance vie. Laquelle? C'est toutes des choses que les gens savent qu'ils ont, mais qui ne prennent pas le temps de s'asseoir et d'analyser. REER, je reçois mon plan là, de fluctuation une fois par année ou 2 fois. C'est ça d'épais, il y a des graphiques partout, il y a des pourcentages. Pas évident, ça. Le but, c'est justement de rendre ça donc, clair. Ce que je fais avec, ben je le regarde un peu. Quoi? Non, mais... Non, si vous ne comprenez pas, touchez-y pas, puis appelez votre conseiller. OK, donc le plan financier, on fait un temps d'arrêt, on regarde ce qu'on a, revenus, dépenses, j'imagine, actifs, maison, budget, voiture, bon, tout ça. Ensuite, on part en grand. Assurance vie. Oui, l'assurance vie de personne. Il faudrait avoir ça. Oui, idéalement. Tout à fait. Ça peut, naturellement, ça dépend des situations, mais on parle d'assurance vie, de personnes, mais aussi on peut parler d'assurance vie de remplacement de revenus. Donc, la majorité des couples aujourd'hui fonctionnent à 2 revenus. Donc, si un ou l'autre tombe en invalidité ou malheureusement décès prématuré, ça a nécessairement un impact sur les finances du conjoint survivant, qu'on dit. Donc, c'est de le prévoir, ça. Surtout s'il y a des enfants à charge, si on vient d'acheter une maison. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'en cas d'invalidité, une maladie grave ou de décès prématuré, l'impact sur les finances du conjoint ne sera pas affecté. Il faut dire ce que c'est une assurance vie. C'est peut-être pas clair pour tout le monde. Oui. Ça peut paraître clair, mais... C'est quoi? Bien, dans le fond, l'assurance vie, à la base, à quoi ça sert? C'est... il y a 2 types. On va commencer par les types d'assurance vie parce que souvent, c'est ce que j'entends. C'est oui, je t'ai assuré pour 250 000, parfait. Puis là, ça te rappelle, mais là, je comprends plus, je ne l'ai plus. En assurance vie, il y a 2 types d'assurance. Il y a de l'assurance vie qui est permanent, puis il y a de l'assurance vie qui est temporaire. Le permanent, c'est un peu comme acheter une maison. Donc, c'est le type d'assurance qu'on prend le plus jeune possible, qu'on va payer toute notre vie, puis souvent qui va servir à payer les derniers frais au décès. Qui va servir peut-être à laisser un héritage aussi. Donc, ce type de police-là a des particularités bien à elle. L'assurance temporaire, c'est ce qu'on vient un peu combler l'assurance permanente, dans le sens que ça va combler un besoin qui est temporaire. Le temps de payer la maison, le temps de payer un auto, le temps d'amener les enfants à majorité. Donc, cette assurance-là n'a pas de raison d'être passée ces objectifs-là, dans le fond, une fois que les enfants sont élevés, que la maison est payée. Donc, on va y aller avec ce type d'assurance-là. Okay. Donc, c'est vraiment juste de savoir faire la différence entre les deux, puis de voir aussi quelle correspond le plus aux besoins de la personne. Souvent, on entend oui, mais j'ai de l'assurance vie à mon travail, puis j'ai pas de besoin de ça. Bien, parfait. Sauf que la journée que tu travailleras plus, ton assurance ne te suivra pas dans la majorité des cas. Oui. Puis si elle te suit, c'est sous certaines conditions, souvent, qui vont être plus handicapantes qu'autre chose. Puis comment on choisit le montant, là, parce que, par exemple, comme tantôt, on disait 250 000, donc une assurance vie qui voudrait ça, donc, ça veut dire, lors de la mort de la personne, le conjointe reçoit... Le bénéficiaire. C'est ça, bénéficiaire. Ça, on appelle ça le bénéficiaire. Reçoit 250 000 c'est ça? Oui. Pas à vie, une fois? Une fois. OK. Comment on choisit le montant? Bien, ça découle tout du temps d'arrêt. OK. Donc, c'est la nécessité aussi de faire le temps d'arrêt. On voit vraiment, OK, bon, parfait. Je vous donne un exemple pour un couple qui a un enfant en bas âge. Parfait. Donc, on est capable de calculer si on garde 70 du revenu du conjoint. On parle de 70 parce que, d'après certaines statistiques, 70 du revenu d'un individu va à la famille. 30 va pour ses dépenses. Donc, on garde 70 puis on regarde sur 18 ans combien il faudrait avoir pour être capable d'élever l'enfant à majorité sans avoir besoin de cumuler 2 ou 3 emplois, sans avoir besoin de vendre la maison. Donc, c'est sûr que tous les chiffres qu'on sort, ça vient du temps d'arrêt. Ça vient vraiment de l'analyse de la personne, d'où l'importance d'en faire, parce que c'est pas toutes les situations qui sont pareilles. Et plus le montant est élevé, j'imagine que plus ça va coûter cher. Là. Donc, comment... Ça dépend toujours du type d'assurance. Okay. C'est sûr que l'assurance permanente, étant donné
l'assurance permanente est plus dispendieuse que l'assurance temporaire parce qu'il faut comprendre en assurance vie toute une question de probabilité. Donc, la probabilité de décéder un jour est beaucoup plus grande que la probabilité de décéder dans, disposons, les 10 ou les 15 prochaines années. Ouais. Donc, c'est sûr que les assurances qu'on dit temporaires, souvent, vont coûter moins cher parce qu'ils sont définis dans le temps. Puis que les probabilités de décéder pendant cette période-là sont beaucoup plus faibles que celles de décéder un jour. OK, parfait. OK, donc, assurance invalidité, on a parlé un peu. Donc, ouais, c'est ça. Bien, peut-être invalidité, la meilleure comparaison que je peux faire, puis que je m'amuse à dire aux clients, fermez vos yeux. Imaginez que vous avez une imprimante qui imprime 40 000 dans votre sol à chaque année. Si il devenait avoir un bris, sûrement que vous aimeriez l'assurer. Mais cette machine-là, c'est vous. Les gens, c'est comme, je vais assurer mon auto, je vais assurer mon bateau, mais ils n'assurent pas le principal qui est sa propre personne. Si on perd notre emploi ou whatever, bon, on peut s'en retrouver un autre. Mais l'invalidité, c'est une maladie, il faut prendre le temps de s'en remettre et ça cause un gros trou dans le portefeuille, puis les gens ne prennent pas le temps de s'assurer eux-mêmes. OK, parfait. Après la pause, on va parler du testament. Donc, on n'a pas fini. On va monter tranquillement dans la pyramide. On va démystifier vraiment le travail du conseiller en sécurité financière. Restez là après la pause. De retour à l'émission, on parle de sécurité financière. Deux conseillères ici avec moi, Julie Asselin et Catherine Bibeau de chez Industriel Alliance. Et on a ici cette pyramide pour expliquer un peu l'ordre des besoins. L'ordre des besoins. Et ce n'est pas pyramidal. Non, pas du tout. Ça, faut le dire. C'est juste une image. Okay? C'est une image de la maison. OK? Donc, on a parlé de faire un bon plan financier, avoir une assurance vie, assurance invalidité. Testament, brièvement. Brièvement, c'est quand on fait toujours le temps d'arrêt. C'est important de sensibiliser les gens au testament. Oui, dans les cas où les conjoints sont mariés, je dirais légalement, c'est beaucoup plus facile, mais surtout maintenant, avec les conjoints de fait, les familles recomposées, c'est essentiel. C'est vraiment essentiel. Et aussi, on mentionne le mandat en cas d'inaptitude parce que là, encore là, c'est moins légiféré. Le curateur public peut s'en mêler. Donc, c'est juste de sensibiliser les gens à cette cause. Vous n'êtes pas notaire, donc vous ne faites pas de testament. Pas du tout, pas du tout. OK. Ensuite, REER, maison, réserve liquide. Oui. Bon, OK. REER, on a parlé un peu. Bien, REER, c'est sûr que, comme je mentionnais tantôt... conseiller, dépend des cas. Exactement, c'est d'y aller cas par cas. Ouais. Après ça, bon, est-ce que vous en avez besoin? Vous n'avez pas besoin? Vous en avez besoin. Il y a plusieurs types d'investissements qu'on peut faire dans le REER. Est-ce que j'y vais en certificat de placement garanti, en obligation, en fonds d'action? Quel profil colle à la personne qui est devant moi? Est-ce qu'elle est du type risqué ou elle est du type hyper prudent? On peut y aller, vraiment, on peut risquer tout, tout. J'ai des gens qui... c'est pas loin de ça. Prendre beaucoup de risques, c'est sûr que là, l'argent va fluctuer rapidement. C'est risqué. Exactement. Le risque va... Oui, vous pouvez monter, mais vous pouvez descendre. Descendre aussi vite, Est-ce que c'est pas tout le monde qui a, je dirais, les reins assez solides pour dire « je vais avec ce type d'investissement ». Donc, c'est vraiment de faire un profil d'investisseur, d'y aller avec le résultat et de faire des recommandations pour aller avec le résultat. OK. Maison, donc, qu'est-ce que vous touchez par rapport à la maison? Bien, maison, c'est sûr, ça a une valeur. Oui. C'est sûr, on fait dans le temps d'arrêt. Si quelqu'un décède, est-ce qu'on conserve, on vend? Mais surtout, nous, ce qu'on fait, c'est de l'assurance hypothécaire. La grande majorité des personnes ne savent pas qu'elles peuvent prendre leur assurance hypothécaire ailleurs qu'avec leur institution financière. Fait que nous, d'un, c'est de leur ouvrir les yeux à ça. Deuxièmement, c'est les avantages de faire affaire avec une compagnie indépendante versus l'institution financière. C'est justement, l'indépendance du contrat. Avec les taux d'intérêt qu'on a présentement, on est plus porté à magasiner le taux hypothécaire et tout ça, mais les gens ne magasinent pas pour leur assurance hypothécaire. Et quand on fait affaire avec une compagnie indépendante, si on change dans 5 ans, bien, l'institution financière, on est 5 ans plus vieux. Mais nous, tout se fait en date d'aujourd'hui. Donc, votre prime est garantie pour les... Exemple, vous avez une hypothèque sur 25 ans pour les 25 prochaines années.
un prix garanti. Puis nous, comment on fait le prix, c'est on encourage les bonnes habitudes. Donc, quelqu'un qui fume pas va être plus avantagé que quelqu'un qui fume. Ah, bon, Fait que c'est tous des petits critères comme ça qui font que la personne peut avoir un contrat vraiment personnalisé à son besoin. Et vous ne négociez pas des taux d'intérêt? Non, c'est ça. Puis l'assurance liée au prêt hypothécaire, c'est important de ne pas le confondre avec l'assurance auto-habitation. On ne fait pas de l'assurance... Bon, oui, on en fait chez l'Industrielle Alliance, mais nous, personnellement, c'est vraiment l'assurance vie qui est liée au prêt hypothécaire, puis c'est souvent ce qui va être offert par les institutions financières au moment de signer le prêt hypothécaire. Okay. Donc, c'est cet aspect-là où est-ce qu'on peut justement conseiller puis vraiment faire le comparatif. Une réserve liquide. Encore là, est-ce qu'on investit? C'est quoi ça? Bien, c'est notre bas de laine. Ah, okay. Aussi simple que le bas de laine. Est-ce qu'on le garde dans notre bas de laine ou est-ce qu'on l'investit? C'est aussi simple que ça. Ah. Là, on retourne encore là une fois là au profil de l'investisseur, savoir quel type d'investissement convient à la personne. OK. Remboursement d'emprunt, régime épargne... Oui, régime épargne études. C'est ça, études, c'est ça. Le fameux RE. OK. Remboursement d'emprunt. C'est quoi? Est-ce qu'il est plus avantageux d'investir ou est-ce qu'il est plus avantageux de rembourser son emprunt? Ah! Bonne question. OK. C'est sûr que si vous avez des montants, style une marge de crédit ou plutôt une carte de crédit à du 28,8, c'est sûr qu'on va aller à rembourser. Okay. Par contre, si vous avez un emprunt, exemple, je pourrais dire un prêt auto, votre taux d'intérêt est à 2 mais vous pouvez faire du 5 sur le marché. Il y en a un qui est plus avantageux fiscalement que l'autre. C'est de voir justement qu'est-ce qui est plus avantageux pour la personne. Investir ou se garder un pas de laine. C'est vraiment à ce niveau-là. OK. Donc, régime d'épargne d'études enregistré, c'est ça le Oui, c'est ça. Le terme? C'est vraiment c'est quelque chose que le gouvernement offre avec des subventions, la plupart du temps, qui permet de mettre de l'argent de côté pour les futures études des enfants. Donc, moi, je trouve que c'est un super bon programme, surtout parce que c'est subventionné par le gouvernement. Souvent, on aime ça, hein? Si le gouvernement peut payer les études de nos enfants, on va en profiter. Puis... C'est que on amène une partie, le gouvernement amène une partie. C'est ça. Ouais. Même si vous mettez $1, le gouvernement va mettre un minimum de 500. Les gens ne savent pas ça. C'est juste le fait d'ouvrir un régime d'épargne études donne un bonus de 500 $. On n'est pas obligé de mettre, par exemple, c'est $10 par semaine, ça peut être 5, 10, ça peut être... Le montant que vous désirez, peu importe le montant, le gouvernement, je dirais la majorité du temps, tout ce qu'on reçoit en boni plus le rendement va équivaloir à plus de la moitié de ce que vous avez à avoir mis. Donc, et comme ça, quand nos enfants vont à l'école, tout va être payé, tout. Il n'y aura pas obligé de porter de carré rouge. C'est ça. OK, il nous reste 1 minute. Fonds de placement, actions d'obligation, or, argent immobilier. Bien, quand on est rendu à ce niveau-là, on est très chanceux. On approche de la retraite. Acheter de l'or? Oui. Oh, OK. Oui, c'est vraiment... et de l'or et de l'or. Oui, c'est quand on est rendu à avoir vraiment un montant où on peut se gâter, mais gâter avec un investissement. Ça peut être profitable d'acheter de l'or? Oui, mais on a plusieurs étapes avant de se rendre. C'est ça. Il faut commencer par la base. Et l'or, la monnaie, c'est ici. Et l'or, c'est ici. Parfait. Bon, j'espère que ça a été clair et moi, j'ai compris bien des choses, honnêtement. Ça a été très bien expliqué. Et pour vous joindre, comment on peut faire? Téléphone, courriel? Courriel, mais si vous voulez me rejoindre directement sur mon cellulaire, 514-816-6993. Pas de problème. Ou sinon, à l'agence. À l'agence de Valleyfield. Donc, 450-373-6811. Vous pouvez demander soit pour Julie, soit pour moi. Puis moi, vous pouvez me rejoindre sur mon cellulaire, donc 514-241-7007. Excellent. Merci bien de votre passage. Merci bien d'avoir été à la maison. J'espère que ça vous a aidé. On se reparle la semaine prochaine, bien sûr.